Donc le principe, c'est essayer de vous demander de trouver des arguments pour défendre certains des pires films des années 90. On a fait une bonne petite sélection de 11 films. On verra si on les fait tous ou pas. Et on débute avec un film inspiré d'un jeu vidéo, à savoir Street Fighter. Street Fighter 1994, écrit et réalisé par Steven De Souza. On vous a mis, pour vous montrer un petit peu le taux de navet, on va dire, les notes de Rotten Tomatoes, qui a un site très connu aux États-Unis, qui est un peu un résumé des critiques et des pros et des amateurs qui regardent des films. Donc, une note de 10% chez les pros et 20% chez fans, on va dire, qui ne veulent pas très haut par rapport à d'autres films qu'on a. Donc, budget 35 millions pour un box-office de 99 millions, donc une bonne marge quand même. Mais un film qui reste quand même très, très discutable, notamment pour les fans de jeux vidéo. Et donc, si vous le souhaitez, oh, mais c'est pas vrai, c'est une petite bouche. Normalement, je vais pas marcher jusque-là. Donc la parole est à vous. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu ce film? Est-ce que vous l'avez aimé? Et si oui, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film? Voilà, des petites images pour vous rafraîchir la mémoire peut-être. Non, une belle image de Monsieur Bison, ça inspire personne. Alors si vous n'avez tout simplement pas vu le film, n'hésitez pas à le dire sur le chat. Hein. Le but n'est pas non plus de rester bloqué sur un film pendant de très longues minutes. Si personne ne l'a vu, nous passons au suivant. Hein. Alors, il y a Sabrina déjà qui dit qu'elle n'a aucun souvenir de ce film alors qu'elle l'a vu. Ça arrive. Je ne crois pas que c'est une qualité. Alors, effectivement, c'est pas très bon pour les films déjà. Mais je rassure, moi j'ai dû le revoir aussi hein, avant de faire la conférence. Donc, une dernière image, ce super kick de Jean-Claude Van Damme, au cas où ça rafraîchirait un peu les mémoires. Et sinon, bah, écoutez, on va vous donner ce que nous, on a réussi à sortir comme argument positif pour essayer de sauver le film. Bah, sauver le film, c'est un grand mot. Ouais, ça c'est un grand mot. Donc, on s'est dit que l'intégration des personnages à l'histoire était pas mal. À savoir que c'est un jeu vidéo à la base, un jeu vidéo de combat qui a beaucoup de personnages. Les intégrer dans un film qui tienne en 1h30 ou 1h40, pas forcément évident. Et à ce niveau-là, ils sont plutôt pas mal débrouillés. Pour les aficionados du jeu vidéo, je pense que l'histoire est un peu différente. Donc peut-être qu'ils n'auront pas le même point de vue, mais peut-être d'un point de vue un peu plus général, plus populaire, je pense que c'est un point qui peut se tenir. À côté de ça, il y a également donc, le physique des personnages, alors que ce soit vraiment le physique pur et dur, ou même au niveau donc, des costumes, de la tenue vestimentaire. On va me dire que c'est pas non plus forcément très très dur par rapport à un jeu sorti sur Super Nintendo, mais comparé à d'autres films où ce point n'est clairement pas présent, pour Street Fighter, au moins on l'a. Alors on a aussi, alors c'est surtout moi pour le coup, c'est facile d'être d'accord, mais le personnage de Blanca, donc qui est présent dans le film, qui est pas beaucoup présent dans le film, mais qui a quand même une histoire et une intrigue intéressante. J'ai mis thématique Frankenstein parce qu'on a un peu ce côté monstre qui est créé et on lui donne d'abord des notions de mal pour finalement lui mettre des notions de bien et on a un peu cette balance entre les deux. On dirait qu'il va gagner. Mais cette thématique-là, en tout cas, même si bâclée, comme je l'ai marqué, était quand même assez intéressante. On a aussi le dilemme moral entre deux Ryuken, donc Ryuken qui au début du film sont un peu dehors la loi, qui ne pensent qu'à eux et veulent se faire un peu d'argent, évoluer avec le film pour au final devenir des good guys, quoi, des gentils. Moi, j'avais noté que la prestation, parce que voilà, les acteurs sauvent pas le film, hein, clairement, c'est plutôt un point négatif du film, notamment Van Damme. Mais je trouvais que Ming-Na Wen, qui interprète Chun-Li, sortait un peu du lot par rapport au reste, faisait une bonne prestation. On a aussi mis la BO, signée Graham Revel, qui est un peu une BO dans le style un peu jeu vidéo, qui va très très bien pour le film. Et enfin, Jeff a noté que c'est un film qu'on aime quand on est gosse, quand on est jeune. Donc est-ce que c'est finalement qu'un film pour enfants, plus ou moins?
Voilà, en sachant que Julien a signalé que ce n'était pas un argument et je suis plutôt d'accord. C'est juste Voilà. qu'il il a fallu essayer d'en trouver. En fait, c'est un argument qui pourrait tenir pour tous les films qu'on verra aujourd'hui. Ok, pour Street Fighter, on passe au suivant. Et bien justement, on sort d'une conférence sur Buffy. On reparle de Buffy, puisque dans la série télé, il y a eu un film en 1992, écrit par Joss Whedon, qui a créé la série derrière, et réalisé par Fran Rebel Cusui, qui est d'ailleurs aussi sur la série Buffy derrière. Les scores Rotten Tomatoes, comme on le voit, 35%, 43%, c'est plutôt des scores pas trop mauvais, on va dire ça comme ça. Un film qui au box-office n'a pas rapporté beaucoup. C'était pas un gros succès. Alors là aussi, il faut remonter un petit peu dans le temps. Qui a vu ce film? Et qui en a des souvenirs? Qui en a des souvenirs? Qui a envie d'essayer de le défendre peut-être? Je regarde sur le chat. Pas de message. Bon, Buffy ne fait pas un gros succès non plus. Donc ce film Buffy, qui est souvent critiqué pour son aspect quand même très très kitsch, mais néanmoins, il existe avant la série télé Buffy, donc finalement, tous les arguments positifs sur le début de la série télé Buffy peuvent être aussi utilisés pour le film, à savoir que les codes du genre sont inversés. Là où on a souvent un héros masculin assez fort, etc., là, on a une jeune femme blonde, le stéréotype de la jeune femme blonde, qui combat des vampires. On a un petit peu tous les codes du genre qui sont inversés. C'est ce qui a été révolutionnaire du côté de Buffy, la série. Ça l'est aussi fortement sur le film, même si le traitement est un peu moins bon. Il y a déjà pas mal de choses liées à l'univers de Buffy qui sont mis en place, notamment, sans surprise, la force surhumaine, tout ce qui concerne l'endurance, mais même finalement les rêves un peu prémonitoires. À peu de choses près, il y a tous les éléments autour de la tueuse, toute la mythologie, finalement, Buffy, qui est déjà présente dans ce film. Alors que, encore une fois, le film et la série télé sont à des années-lumière l'un de l'autre. Et pourtant, ce point-là, il était déjà présent dans le film. Je ne suis pas enchaîné, c'était le tien aussi. Oui, alors il y a aussi une réponse qui n'est pas trop développée en fait de la série télé. C'est-à-dire que on survole beaucoup le fait que les tueuses sont toujours des femmes. Alors en VF, c'est évident que ce sont des femmes puisqu'on dit la tueuse, mais en VO on dit Slayer, qui peut être utilisé pour un homme ou un garçon. Et du coup, on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir un tueur vraiment de vampires, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, on a la réponse dans le film, et c'est lié à l'organisme féminin qui réagit par rapport aux vampires, notamment par rapport à tout ce qui est au sang, etc. On va pas trop rentrer dans les détails, je pense que vous avez à peu près compris le truc. On n'a pas dit que l'idée en elle-même était bonne, on a dit qu'il y avait une explication. C'est toujours cool. Voilà, à savoir que c'est un élément qui était retiré de la série télé. Voilà. Il n'était vraiment pas présent. Absolument, absolument. Et comme... Oui, vas-y. On a Émilie qui nous dit qu'effectivement, c'est juste une introduction pour la série. Donc je pense qu'effectivement, en argument positif pour le film, on pourrait dire que ça a lancé la série. Peut-être que si on n'avait pas eu de film, on n'aurait pas eu derrière de série télé de film. Alors, sachant que c'est bien sûr une introduction directe et indirecte. Alors, indirect, pourquoi? Parce que c'est grâce au film que nous avons la série télé, mais aussi direct parce que finalement, il y a plusieurs éléments qui sont repris dans la série télé, dans les premiers épisodes, pour sous-entendre qu'il y avait un film après, c'est-à-dire que Buffy se pointe avec sa femme, avec sa mère à Sunnydale. Pourquoi? Parce qu'elle avait mis le feu en fait au gymnase dans son ancienne école. Et ça se passe, c'est dans le film. Donc il y a quand même une certaine logique. Que le créateur reste le même, et c'est intéressant. Bien sûr. On a noté un kitsch plutôt assumé. Alors effectivement, c'est un film qui est très kitsch, un peu comme le début de la série télé Buffy en fait, et le fait d'avoir une pom-pom girl, on dit cheerleader d'ailleurs maintenant, une cheerleader en tant que super-héros qui combat les vampires, on a cet aspect kitsch, plus le côté décor années 90, mais c'est quand même plutôt assumé sur ce film, et je trouve que c'est pas un aspect négatif sur ce film-là, c'est plutôt
on en rit presque en fait. C'est vraiment un kitsch qui est assumé. Bah, moi, j'en ris encore. Hein, mais... Voilà, il y a différents rires, mais. Et en dernier, alors, on fait pas toujours preuve de bonne foi, hein. Des fois c'est un peu pour second degré aussi. On a noté David Arquette qui joue un vampire un peu tout pourrave dans le film. David Arquette qu'on retrouvera notamment sur Scream, d'ailleurs, la grande saga des années 90. Alors peut-être avant de passer au suivant, pour ceux présents avec nous, est-ce qu'il y a un film que vous aimeriez qu'on parle, années 90, qui vous vient à l'esprit comme ça maintenant, plutôt que de vous donner les nôtres? Est-ce que vous avez un film vous aimeriez qu'on parle, peut-être? Celui que vous avez honte d'aimer parce que tout le monde déteste. Ici, personne ne vous jugera. Voilà. Ah si, on vous jugera, mais vous ne nous verrez pas en train de vous juger. Donc ça, c'est bien. En attendant, peut-être qu'il dans tous les cas, qu'il en trouve un, on peut quand même en glisser un autre. Peut-être qu'il sera dans la suite. Le suivant, oh là là, dossier, gros dossier. Un jeu vidéo de nouveau adapté en film avec Super Mario Bros. En 1993, réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel, et écrit par 4 personnes, donc je n'ai pas remis les noms, mais ils sont mis à 4 dessus pour le scénario. Les notes, 23% chez les pros, 29% chez les styles, et une perte sèche au niveau du box-office. C'est rare, c'est le seul film de notre liste. Il y a une perte sèche. 45 millions de budget, 45 millions de box-office. Alors ce film, une nouvelle fois, on pose la question, qui l'a vu, qui a envie d'essayer de se frotter et de le défendre? C'est pas le plus simple, hein, clairement. Il y a de grandes chances qu'il ne soit pas sauvé d'ailleurs. Et ici, ça peut nous aider parce que je pense que même nous, on va pas y arriver. Regardez-moi, c'est magnifique méchant. Alors ça, c'est supposé être Bowser, hein, bien sûr. Pas grave. Et la dernière image, oui, ce petit dragon qui est peut-être le seul truc cool du film. Hein, drôle. Même pas. Non, mais ça craquait avec ce truc. Et c'est super drôle. Mais non. Regarde sa tête. Oui, j'ai vu. Rien qu'avec ça, je veux sauver le film. Donc, je crois que Mario Bros n'a inspiré personne. En même temps, c'est un peu obscur des années 90. Bah, donc, c'est clairement nos années, on l'avait pas vu non plus. Voilà, on l'avait raté. On l'a revu et c'était un petit peu un calvaire. On va pas dire le contraire. Alors, malgré tout, on a essayé de le défendre. L'un des points intéressants du film, c'est qu'en fait, pour expliquer l'univers de Mario, pour créer un univers spécifique à Mario qui ressemble de très très loin au jeu, de très très loin, ils ont créé un univers parallèle, toute une intrigue d'univers parallèle. Et Mario et Luigi, au début du film, tombent dans cet univers-là. On a trouvé ça plutôt sympa pour introduire le jeu. Et en même temps, c'est un univers qui est aussi dominé par le méchant, où en fait, un Koopa domine ce monde et tout prend son nom. Donc, tout ce qui est autoroute, tout ce qui est désert, tout ce qui est magasin, tout prend le nom de Koopa. Et on trouvait que pour dépayser un petit peu et vraiment présenter le villa et l'imposer à l'histoire, c'était plutôt bien fait. Et vu qu'on avait 2 arguments, on s'est un peu amusé. Il y a Yoshi dans le film. Yoshi qui est un petit dinosaure qui est tout mignon. Alors Yoshi, il faut l'imaginer. Hein. C'est une bestiole bizarre qui est appelée Yoshi. C'est un petit dinosaure. En même temps, il faut imaginer beaucoup de choses dans ce film. Oui, c'est vrai. Mais du coup, la mignonnerie de Yoshi, on l'a mise quand même. Et alors ça, c'est moi qui l'ai mis, mais les dinosaures aux petites têtes, franchement, je crois que c'est le truc le plus what the fuck qu'on ait pu voir sur un film. On ne sait pas d'où ça sort. Je trouvais ça drôle. Jeff n'a pas du tout accroché. Voilà, c'est débat. On va dire ça comme ça. Alors, techniquement, si personne ne vient s'ouvrir ce film, il ne sera pas sauvé. Quand on demande 5 arguments, on a que 4, encore 4,5, 3,5. Ouais, sachant que pour les nôtres, on avait déjà bien poussé. Hein. On a déjà bien poussé. Donc, Super Mario Bros, si vous ne l'avez pas vu, qu'on ne vous conseille pas. Voilà, tout simplement. Passons à la suite. Ah, alors là, mais c'est pas possible, il faut que j'arrête de cliquer, pardon. On passe au comics avec un film très connu, j'ai envie de dire, pas pour les bonnes raisons, mais très connu. Donc, le Batman et Robin de Joel Schumacher, qui est par Akiva Goldsman, en 97, qui a de très mauvais scores Rotten Tomatoes, avec 11% et 16%, qui pourtant au box-office a fait un très bon chiffre et a même battu Batman Returns, il me semble. Non, c'est Batman Forever qui a battu Batman Returns.
Ici, je n'ai pas les chiffres. Mais en tout cas, c'est quand même un... Ouais, sans doute grâce au fait que ce soit un film à peu près familial, ce qui ne Ouais. fait jamais un bon film en fait. C'est juste que forcément quand on va voir un film en famille, les chiffres commencent assez vite. Voilà, d'autant que c'était une saga qui était installée, c'est la 4e volet, il y a des acteurs connus, ça aide. Alors là, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées dans ce film? On en demande beaucoup, ouais, c'est vrai que... Alors pendant que vous réfléchissez, Voilà, que vous tapez, je vois des gens qui écrivent, on fera juste du coup un petit clin d'œil à l'ami Joel Schumacher, le réalisateur qui nous a quittés il y a quelques jours. et oui, Voilà, on pense effectivement, très très fort à lui. ça tombe juste... Alors, Charlie nous cite Uma Thurman. Est-ce que c'est en positif ou en négatif? Je ne sais pas, puisqu'elle rigole à côté. Mais Uma Thurman, effectivement, dans le film, qui interprète Poison Ivy, elle est ici, du côté de Bane. Et alors quand tu dis Uma Thurman, du coup c'est Uma Thurman ou comment elle joue? Qu'est-ce que tu as aimé avec Uma Thurman? C'est Alicia qui apparemment est très fan, Ouais, on attend. de manière totalement ironique, mais... Alors, elle nous dit point positif, mais c'est juste que je n'arrive pas à la tester. C'est pas faux, c'est pas faux. Pas son plus grand rôle, on est d'accord. C'est peut-être même le pire, je sais pas, j'ai pas vu tous ses rôles non plus, mais effectivement, il y a souvent des acteurs comme ça qu'on n'arrive pas à détester, peu importe le rôle. Alors Charlie me confirme que c'est son pire rôle. Voilà. Ça, on est sûr. Elle a pas fait pire. Alors, Émilie a tout à fait raison, bien sûr, concernant le côté trop coloré. En sachant pour l'anecdote que ça, c'était du coup une directive de la Warner, hein, c'est-à-dire que je ne sais plus quel était l'ancien réalisateur, là, Bruce, non, c'était Tim Burton. Tim Burton avait fait un excellent taf sur les Batman. Le problème, c'est que la Warner trouvait que les films étaient trop sombres, ils n'étaient pas assez familiaux. Et du coup, même si Batman Returns a cartonné, ils l'ont dégagé pour mettre un réalisateur avec une vue un peu plus, une vision, pardon, un peu plus colorée. Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est archi coloré. Le côté familial, il est très très présent aussi. Par contre, le côté chevalier noir en lui-même, là, c'est clair qu'il a pris une claque. Voilà, tout vire un peu à l'excès en fait. Que ce soit les couleurs, que ce soit les jeux d'acteurs, les personnages, tout vire vraiment à l'excès. C'est presque un film qui est fait pour les enfants, on pourrait dire à la limite. On est passé du noir au jaune fluo, donc clairement, ouais, voilà. Et au téton sur les costumes. Donc effectivement, il y a un fossé au milieu de la franchise. Et on a quand même trouvé des points positifs. Oui, on a eu Uma Thurman. On fait déjà un, c'est déjà pas si mal. Bon, alors ça, c'est pas du tout objectif déjà, mais... Ah oui, bah après, on se peut déjà. Certes. Alors Charline tape, elle va nous donner un argument supplémentaire. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Okay. Elle me dit que ce n'était pas censé être objectif, effectivement. Et c'est pas forcément ce qu'on demande. Hein. Okay. Du coup, nos arguments à nous, très peu nombreux, comme vous le voyez. Par contre, qui, cette fois, ne sont pas des arguments qu'on a été obligé de creuser, de chercher vraiment, on ne sait où. On n'en a pas beaucoup, mais par contre, on est vraiment satisfait de ces arguments. Ce sont des vrais arguments. Donc moi, j'avais commencé avec l'intrigue autour de la maladie d'Alfred. Alfred est un personnage exceptionnel. L'acteur qui le tenait à l'époque était tout aussi bon. Donc, lui donner un peu plus d'importance, et encore plus avec une maladie, puisque Alfred est toujours un personnage quand même relativement âgé, j'ai trouvé que c'était une excellente idée, plutôt bien mis en place et intéressante sur l'ensemble du film, du début à la fin, je veux dire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et c'était très sympa, d'autant plus que le casting de Batman a changé du premier au 4 films, mais pas Alfred. Alfred, ça restait toujours le même. Et ça, c'était plus qu'appréciable, du coup. Alors, le deuxième argument, c'était moi aussi, mais Julien était d'accord. Oui. C'est un côté girl power. Donc, c'est vrai que pas qu'il n'y avait pas de femmes dans les anciens Batman. Par contre, là, dans ce film-là, il y a une réelle contre-attaque féminine avec les apparitions donc, de Batgirl et Poison Ivy.
Est-ce que ce sont des personnages qui ont été bien utilisés, bien interprétés? On n'ira pas forcément jusque-là, mais il y a une contre-attaque féminine qui fait clairement plaisir. Et à côté de ça, Poison Ivy, c'est bien sûr c'est la femme fatale, hein, clairement. C'est Ève d'Adam et Ève, c'est directement tiré de là. Donc il n'y a, d'un point de vue biblique, il n'y a pas plus femme fatale que ça. Donc avoir un personnage fort comme Poison Ivy et appuyé par Batgirl dans ce film, c'est vrai que ça restait un très bon point. Ouais, Ou en tout cas une très bonne idée. oui, il y a un petit souffle féministe quand même qui est appréciable sur ce quatrième volet. Alors, ça colle un peu au troisième argument que j'avais mis, choix des villas assez originaux. Alors, souvent dans les films Batman, films ou adaptations ou autres, on va un peu retrouver les mêmes vilains. De guerre, de face, ce genre de vilains. D'autant plus que de nos jours, les franchises sont très vite rebootées, donc repartent à zéro, donc on se reprend de nouveau les mêmes vilains. Là, on a une franchise qui fait 4 films, on a la place de développer d'autres personnages, d'autres vilains. Alors, autant Bane, on le reverra plus tard sous Nolan, autant à l'époque, c'était quand même assez original de le mettre. Alors, encore une fois, Poison Ivy, c'est une femme, en tant que vilain, ça arrive pas non plus super souvent. C'est toujours plus qu'elle est au-dessus de Bane. Hein, elle est au-dessus de Bane aussi. Et Freeze, Freeze pareil, au cinéma, on l'avait pas encore eu, on l'a pas eu depuis. Non. À part la série animée, personne vraiment avait utilisé Freeze jusque-là. Alors effectivement, c'est absolument horrible comment il est interprété et joué et écrit. Mais en tout cas, ils sont là. Donc, on peut aussi dire que tout le reste avait été utilisé avant, puisqu'il y a déjà 3 films avant. Il y a beaucoup de vilains. Mais quand même, de faire ces choix-là, c'était plutôt un peu risqué et assez original. Et on peut finir en disant que c'est un peu l'argument d'Uma Thurman. Le casting est quand même assez énorme, même si au final c'est une catastrophe, et que tout le monde en fait trop et surjoue. Le casting est quand même vachement intéressant. C'est également un des gros points concernant finalement le fait que le film ait marché. Exactement. Je veux dire, il a été défoncé par la critique. Clairement. Et d'un point de vue commercial, il a plus que marché. Mais en même temps, la plupart des acteurs sont des têtes d'affiche. Donc forcément. On rappelle que George Clooney est pas de Batman. Et Arnold Schwarzenegger, Freeze. Voilà. Quand même des grands noms. C'est vrai que Clooney en Batman, ça a dû vendre un petit peu. Bien sûr. Donc pour nous, peut-être qu'il peut être sauvé avec l'argument de Uma Thurman. C'est le 5e. On peut le mettre dans les limbes. Il n'est pas sauvé, il n'est pas au paradis, il est pas en enfer, il est un peu au milieu. Ah il s'en sort mieux que les autres. Que certains. Après, non, c'est toujours pas. Non, c'est quand même dur de sauver le film. C'est quand même dur. C'est sûr. Cassera son opinion, comme on dit. Eh bien, on enchaîne. Si vous n'avez toujours pas de film à nous proposer de vous-même, on les accueillera avec grand plaisir pour en parler. Et sinon, on enchaîne avec Power Rangers. Donc, Power Rangers, inspiré, même totalement tiré de la série télé du même nom. Sur 95, réalisé par Brian Spicer et écrit par Ann Olsen et John Camps. Niveau score, Rotten Tomatoes, on est pas mal. 37% pour les pros, c'est pas totalement ouf. Par contre, 56% pour les cinéphiles. C'est quand même pas mal. Je pense qu'on en parlera après. C'est aussi le côté fan de la série télé qui jouait. Et niveau box-office, on passe un petit budget de 15 millions à une recette de 66 millions, ce qui est plutôt pas mal. Alors, bon là, je suis pas certain qu'on ait beaucoup de réactions, mais qui a vu le film Power Rangers, ou au pire la série télé, peut-être, si ça peut permettre d'en parler ou pas. Voici le vilain du film. Je bois une bière, on va dire que c'est une bière. Alors, Émilie nous dit, pas vu, et niveau série, moi j'ai arrêté à Or. Power Rangers Or, sûrement. Moi, j'ai arrêté au premier épisode que j'ai vu. Je vais peut-être pas. Alors, on n'est pas des spécialistes de la série télé, Or, je sais. Je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire. On va peut-être enchaîner. Ouais, Charline pas vu non plus. Ok. Alors, c'est pas un souci, on passe. Alors, je vous cite rapidement les arguments. Enfin, on passe, mais je suis dans l'esprit de la série, une portée plus grande par rapport à la série télé. La quête initiatique, qui est un peu à code du genre, on peut penser notamment à Star Wars, qui a fait ça aussi très bien. L'acquisition des nouveaux totems animaux, qui était une vraie nouveauté par rapport à la série télé, et le fait de revoir tous les méchants de la série télé. Voilà. On avait pu noter pour ce film. On enchaîne et on passe à un film
qui vous parlera peut-être plus. Donc là, c'est 5,90 début 2000, jusqu'en On a un 2002. petit peu triché de 2 ans. De 2 ans, voilà. Bon, on sait que souvent les décennies débordent un peu sur les autres, donc on ne triche pas vraiment. Resident Evil, donc inspiré du jeu vidéo, une fois de plus, écrit et réalisé par Paul Anderson. Au niveau des scores, très bon score chez les cinéphiles, 37%, c'est quand même pas mal. 36 chez les pros. Très bon score pour un mauvais film, c'est comme d'habitude. Voilà. Sachant que les très bons films tapent du 90-95. Bien sûr, voilà, bien sûr. évidemment. Il faut rester Et au niveau du budget, on voit que ça a gagné quasiment 70 millions, donc ça a plutôt bien marché ce film. Alors, la plus grosse critique concernant le film, en général, c'est, Julia l'a très bien expliqué, hein, c'est-à-dire que c'est un film qui est inspiré clairement de Resident Evil et qui n'est pas une adaptation de Resident Evil. Et donc, c'est vrai que pour les fans purs et durs du jeu vidéo, ce film est absolument à éviter, quoi. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, Resident Evil, qui est une saga qui continue, qui continuait encore il y a encore quelques années, puisqu'on en est à 6 films, hein, maintenant. Voilà, et qui en jeu vidéo actuellement est un peu continue aussi régulièrement à avoir de nouveaux épisodes. Ah, quelqu'un qui aime bien nos films, dis-toi. Émilie, ça peut bien nous dire pourquoi. C'est un peu l'idée. On a... Deuxième avis positif. Donc Charline me dit vu et revu, aimé quand j'étais plus jeune, mais en grandissant moins. Souvent constat avec ce genre de film. Les premiers sont sympas, nous dit Émilie. Alors, n'hésitez pas à continuer à réagir, mais niveau argument, film. Il y a Émilie qui tape encore, peut-être qu'elle va nous dire si elle a des arguments. Pas de problème. Alors, sachant que Jeff et moi, on est un petit peu moins positif sur ce film. Oui. Voilà, ça passe pas trop mal, mais c'est pas non plus. D'autant plus que nous, du coup, on n'a pas baigné dedans. Hein. On a vraiment dû le voir pour la critique. Pour la conférence. Ouais, voilà. Et je pense qu'on ne regardera pas les 5 suites qui enchaînent. Alors, par contre, Émilie soulève aussi indirectement un point important. C'est vrai que si on prend tous les films adaptés de jeux vidéo, en partant de ce constat-là, vraiment, effectivement, Resident Evil est un très bon film. C'est le moins pire, entre guillemets. C'est ça, il y a un peu au-dessus du lot. On a quand même eu Super Mario tout à l'heure. Même si elle cite Alone in the Dark comme son film préféré, adapté de jeux vidéo, bien sûr. Donc le consensus, c'est que plutôt bien apprécié étant plus jeune. Plutôt bien passé. Étant plus jeune, donc début année 2000, un peu moins peut-être maintenant. Et voilà, ce qui est effectivement le constat qu'on peut faire. Et effectivement, sur l'aspect jeux vidéo, on a au moins 5 sur 10 dans le top. Tout ce qui est adapté de jeux vidéo est souvent un peu maltraité en film. C'est encore un peu le cas aujourd'hui. Donc niveau argument que nous avons mis en avant, intro du film très efficace. Effectivement, il y a une scène où la base est inondée, un peu tout le monde qui meurt. C'est une scène qui est assez forte dès le début, donc je trouve que pour rentrer dans le film, ça marche très bien. On retrouve tous les codes du survival et du huis clos d'horreur. Ouais, c'est un peu le principe du film, hein, c'est un huis clos où il y a un groupe de personnes qui s'échouent petit à petit et il reste quelques survivants. Donc on a vraiment tous ces codes-là du genre. C'est loin d'être le meilleur dans ce genre-là, mais on y retrouve les codes. Une fin avec cliffhanger qui lance bien la saga. Donc la fin ouvre l'univers Resident Evil, on sort de ce huis clos et ça lance en fait le reste de la saga et c'est là-dessus aussi plutôt efficace. Je pense que ça a donné envie à beaucoup de gens de connaître la suite. Alors moi, un des points positifs, et sans doute peut-être le plus gros selon moi, c'est le personnage de Darren Root. Alors Darren Root, ce n'est pas un personnage qui existait à l'origine dans les jeux vidéo, c'est vraiment un personnage 100% inventé pour le film. Et j'ai vraiment accroché à ce personnage. Alors pour rappel, donc c'est entre guillemets l'ordinateur qui peut lancer des hologrammes pour communiquer, voilà, et qui parle à tous ceux qui sont à l'intérieur donc du complexe. D'abord à ceux qui travaillaient, puis après aux différents membres du corps de l'armée, à tous ceux qui se retrouvent à l'intérieur. Alors ce personnage n'a rien de, disons, de novateur, d'original.
Je veux dire, on en est à la grosse thématique de l'ordinateur qui, pour protéger les humains, part du principe que la meilleure chose à faire, c'est de les exterminer. À peu de choses près, c'est ça. Il y a quand même une petite dose de complexité, le fait que cela peut jouer également sur le côté humain et pas forcément juste rester objectif comme un ordinateur, ça j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que d'un côté, elle avait des arguments pour expliquer aux êtres humains qu'ils devaient mourir, et à côté de ça, on jouait également sur la corde sensible en mode non, non, mais ne faites pas ça, vous ne vous rendez pas compte. Et ça, c'est vrai, bah, déjà, on ne s'attend pas à ça d'un ordinateur. Et ça a été plutôt bien exploité tout au long du film, j'ai beaucoup apprécié. Et quand on part du principe que ce n'était pas en plus dans le jeu vidéo que ça a été clairement inventé, j'ai beaucoup aimé cette idée, clairement. Alors après, il y a le personnage féminin en lui-même. Alors là, c'est moi qui ai tourné la phrase comme ça. Donc c'est vrai que le personnage principal est une femme, mais qui ne tient pas forcément ce rôle d'héroïne. Alors par la suite, ça évolue hein, dans les différents films, et clairement, maintenant, c'est limite plus l'archétype de l'héroïne même. Mais dans le premier film, on n'en est clairement pas là. C'est un personnage qui est souvent effacé, parfois même en arrière-plan, qui a finalement très peu de lignes de dialogue. La scène d'action, bah, zéro, elle tient, je pense, un pistolet pendant 10 minutes dans tout le film, elle doit tirer 3 fois. Enfin, clairement, quand on voit l'affiche du film, on ne s'attend pas à ça. Alors peut-être que du coup, on peut avoir le sentiment inverse, on peut être déçu de cette approche. Mais bah, à l'inverse, j'ai plutôt été surpris, j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé ça peut-être dans un sens plus réaliste. Je veux dire, vous mettez une femme qui se réveille dans un entrepôt, elle connaît rien, elle connaît personne, elle a la mémoire à zéro. Il est normal que du coup, elle ne prenne pas les armes pour flinguer tout ce qui bouge. Or, bah, souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire de nos jours. Ça, c'est clairement une approche que j'avais beaucoup aimée. Charlie nous a dit que c'était difficile à adapter comme jeu vidéo en film, ce qui est souvent le cas pour les jeux vidéo. C'est vrai que l'adaptation n'est pas toujours évidente, ce qui fait que souvent c'est un échec. C'est aussi un argument qui peut être utilisé pour ça. Alors, il n'a pas tort, hein. Ou elle n'a pas tort, c'est Charlie, elle n'a pas tort. Après, il y a deux poids, deux mesures. Si on part du principe, encore une fois, qu'il y a beaucoup de navets dans les jeux vidéo, enfin, clairement, Resident Evil, c'était peut-être un des plus simples à adapter. Finalement, je veux dire, il y avait une histoire construite. Je veux dire, en 2002, on savait déjà faire des zombies. On savait à peu près écrire une histoire. Normalement, ils avaient quand même toutes les cartes pour faire un bon film. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était facile, mais clairement, ils avaient les armes pour pouvoir agir en conséquence, bien plus que pour adapter un Mario ou encore dernièrement un Sonic. Clairement, adapter un Mario, c'est compliqué. Enfin, en 2002, il y a déjà effectivement un peu plus de technologie, un peu plus de travail derrière déjà fait, qui peut être réutilisé. En tout cas, je pense que ce film est sauvé, hein, clairement. oui, parce que, voilà, il a plu à tout le monde. Encore une fois, pas le meilleur film de la décennie, mais oui. Mais effectivement, dans notre liste, c'est pas le pire loin de là. Alors, on peut enchaîner. Avec un film qui peut-être va faire des débats, très connu aussi. En tout cas, la saga de Rocky est connue, et on s'intéresse au 5e volet, sorti en 90, écrit par Sylvester Stallone, qui joue aussi Rocky dans le film, et réalisé par John J. Avildsen, qui nous a quitté lui aussi il y a quelques temps. Donc, score Rotten Tomatoes, ça vole pas très haut, 29% chez les pros, 31% chez les cinéphiles, ce qui fait qu'on a à peu près au même niveau. C'est intéressant. Et niveau box-office, ça a bien marché, un peu comme tous les Rocky finalement. C'est une saga qui a oui, c'est vrai que je ne crois pas que tu as regardé, mais je suppose que c'est les moins bonnes notes de la saga, c'est ça? Oui. Ouais. J'ai regardé, ouais. Rocky 5, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que vous aimez les Rocky? Est-ce que vous avez vu Rocky 5? On peut aussi parler de la saga en entier. Si. Émilie écrit. C'est pas le meilleur. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord. C'est clairement pas le meilleur. Mais est-ce que c'est le pire, finalement? Je pose la question là parce que, bon, on peut le dire, c'est pas grave. On peut le dire, voilà. C'est pas grave. On va faire la chose, on va virer du. Enfin, elle, vous me tapez après. On fera lâcher du BGF, mais c'est pas grave.
Quand on a fait cette liste, en fait, pour nous, on a mis ce film parce que, de la vie générale, c'est le moins bon des Rocky, voire limite un navet. Et alors, Émilie dit qu'elle n'a pas vu les derniers, donc D'accord. même en se focalisant sur les 5 premiers seulement. Donc, hein. Oui, sur les 5 premiers, un peu, on peut faire ça. Après, c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'années d'écart à l'an prochain. Donc pour nous, en fait, en tant que, alors, on est grand fan de Rocky déjà, et pour nous, le 4 est en dessous du 5, alors que souvent le 4 est l'opus le plus aimé, le plus connu, le plus apprécié. Euh, pour nous, voilà, il y a un match entre les deux, clairement. Ouais. C'est pas évident que le 5 soit le navet de la série. Pourtant, c'est souvent l'avis populaire. Quand on l'a mis, mais clairement, pour nous, il est sauvé assez facilement. Voilà, on n'a pas eu trop de mal à trouver les arguments. Voilà. Donc, c'est peut-être votre avis là-dessus, si jamais vous entrez dans le débat entre le 4 et le 5, si vous avez des avis différents d'une autre. Alors, nous Charlie, pouvons que voilà. se conseiller de voir les Rocky, d'une part. Oui, effectivement. Bon, du coup, on passe rapidement, si peut-être personne n'a Oui, vu bah, que oui. ça ne parle pas à beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le côté reflet de la vie un peu, la vie continue. C'est une saga alors, Qui est très humaine. qui est très humaine, qui vraiment, en fait, on vit au fil de la vie de Rocky, en fait, et il évolue, sa famille évolue, sa vie évolue, sa carrière évolue, en fait, et on a vraiment cet aspect-là sur toute la saga, et finalement, dans le 5, c'est peut-être celui où ça a le plus évolué, en fait. Et on suit vraiment ce cours de la vie, il a arrêté la boxe, c'est difficile pour lui. C'est vraiment un peu ouais, le reflet de la vraie vie, là où dans le 4, ça fait juste que se bastonner, quoi. J'en mets une couche. Oui, on va citer un autre peut-être. Non, Bah, en fait, ce je point résume un peu. de la vie, enfin, les scènes tranches de vie dans Rocky, Mm. ça a toujours été l'immense point positif des Rocky, quoi. Enfin, Ouais. celui qui résume Rocky à un film de boxe, enfin, c'est qu'il n'a pas vu le film, c'est pas possible. Il y a, je pense, 20 minutes de boxe dans les Rocky, enfin, en tout cas, dans le tout premier, à tout casser. Euh, Vraiment, c'est un film extrêmement humain où il y a énormément de dialogues que vous pourrez utiliser dans la vie de tous les jours avec votre femme, avec votre mère, avec votre gosse. Il y a énormément, énormément de tranches de vie, de choses à apprendre dans ces films. Qui sous-entend, donc du coup, bien sûr, le point du dessus, que les dialogues sont de très bons dialogues. Et ce Rocky 5 ne fait pas exception à la règle. C'est ça. Et on a aussi tout un côté nostalgique par rapport au reste de la saga qui est assez intéressant sur des personnages comme Mickey ou Polly. Ça marche très bien. On enchaîne, puisque ça va pas bouger les foules. Et un autre jeu vidéo, c'est parti. Au début 2000, un peu comme Resident Evil, avec Lara Croft Tomb Raider. Donc, réalisé par Simon West, écrit par Patrick Massett et John Zillman. Les scores chez Rotten Tomatoes, 20% chez les pros, ça va pas très haut. Chez Cinéphile, 47%, c'est pas dingue non plus. On peut dire que mais ça a marché clairement au box-office. On ne voit plus apparemment à l'écran. Mais l'image à l'honneur. Ah, oh, Moi, je l'ai. toi tu vois, bon. Est-ce qu'on voit les images à l'écran pour ceux qui peuvent parler? J'avoue que moi, je vois pas. Tu la vois, ok. Alors Non. c'est que moi qui ne la vois Je pas. ne vois pas, je crois. Vas-y. Non, je vois pas non plus, moi. Ah, Depuis le début, il n'y a rien Non, 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 c'est là, ça vient de le faire. c'est peut-être juste l'image Ah, là. c'est Ok, bon. Pardon, j'ai cliqué. ok. Bon. Alors, le temps qu'on vérifie quand même pour les images, je tiens juste à préciser que nous n'avons pas une haine des adaptations de jeux vidéo en film. C'est juste que nous avons mené nos propres recherches et malheureusement pour ceux qui adorent ça, souvent les films qui sont dépensés, ce sont les adaptations de jeux vidéo, quoi. C'est revenu. Ok, c'est revenu. Parfait. Et c'est parti. Alors, est-ce que vous avez vu ce film? Tout le monde l'a vu. Et donc l'image est revenue, c'est cool. Avec Angelina Jolie, effectivement, on n'a pas. Mais faut-il le préciser? On a déjà deux oui. Le film a été vu. D'accord. Est-ce que vous appréciez, aimez le film? Aimé, non?
Non, par contre, ça sera effectivement le dernier film, sans doute. Bon, peut-être. Ah oui, c'est vrai qu'on a commencé à piler. Ah oui, c'est ce que c'est. Donc, on nous dit que. Alors. Voilà. On nous dit Angelina Jolie, très bien, on Lara Croft. Oui, Alors, je pense que c'est un des arguments qu'on a mis d'ailleurs. ouais, pardon. pour ça, je vais peut-être rebondir sur ce point. Attends, je vais. Parce je vais que pas. tout simplement, je l'ai mis en fait en argument, mais j'ai mis Lara Croft, Angelina, pardon, j'ai mis qu'elle tenait bien le rôle physiquement. Alors, je sais, je suis un homme, je suis en train de parler du physique d'une femme, c'est pas du tout ce que vous croyez. L'actrice en elle-même, je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle dans le rôle de Lara Croft. Bon, après, je ne suis pas forcément fan non plus d'Angelina Jolie. Je dirais même que c'est pas son pire film dans un sens. Elle fait du Angelina Jolie, je veux dire, elle est dans la moyenne, il n'y a rien de catastrophique. Par contre, il faut bien garder à l'esprit qu'on est vraiment dans la. Bon, je n'irai pas non plus qu'à dire les premières années de Lara Croft, mais en tout cas, on est dans la première moitié de la vie de Lara Croft. Et c'est-à-dire qu'à cette époque, ce personnage était encore un sex symbole. Un personnage extrêmement important dans l'univers des jeux vidéo et notamment grâce à son physique. Et même si aujourd'hui ce n'est plus le cas, et du coup le physique de l'actrice qui tient le personnage n'est plus aussi important, c'est même devenu clairement secondaire, puisque aujourd'hui la Croft n'est plus un sex symbole, ils lui ont donné des proportions qui existent maintenant. Oui. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et on est supposé avoir un acteur ou une actrice qui ressemble à peu près au personnage. Et de ce point de vue-là, Angelina Jolie est extrêmement athlétique et elle, du coup, elle rentre plutôt bien dans le personnage. Alors, Émilie nous dit qu'elle n'est pas fan d'Angelina. Alors, du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec mon approche du personnage quand je dis que, du coup, Angelina Jolie a bien été choisie en fait? Alors, Sabrina nous dit je l'ai vu une seule fois à sa sortie et c'est le seul point positif que j'ai retenu. Ah, Charline est d'accord aussi. Oui, en tant qu'elle a été bien castée. Moi, j'aime assez sa prestation dans ce film parce que je trouve qu'elle joue avec une certaine retenue. Alors, je ne sais pas si c'était voulu. Il y a une certaine retenue que j'ai bien aimée et justement, les petits moments où elle se lâche un petit peu sont souvent des moments d'humour. Ça, c'est très bien. On n'est pas dans l'humour trop lourd ou trop gras même. C'est des petits moments comme ça où on voit quand Jenna se lâche, elle lâche un sourire. Là, du temps, elle a un peu la tête qu'on voit sur la photo là. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect où, voilà, quelques scènes où elle se lâche un petit peu et je trouve que jouer le personnage de sa manière à elle, en fait, finalement, parce que dans le jeu vidéo, à l'époque, c'était pas très expressif non plus. Au niveau des personnages, forcément, les graphismes étaient pas dingues. Elle le joue un peu à sa manière, assez sérieuse, et par moments, elle se lâche un peu, et j'ai beaucoup aimé ce dichotomie un peu entre les deux manières de jouer. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que ça me fait penser à un point positif auquel je n'avais pas pensé auparavant. C'est quand tu as utilisé le terme d'humour gras. Ce qui est intéressant avec le film, c'est que ils ont pris Angelina Jolie, et clairement, je pense que son physique est un argument. Je veux dire, faut avoir une certaine honnêteté à avoir au bout d'un moment. Mais en fait, c'est la seule chose qu'ils ont fait par rapport à son physique. C'est-à-dire que la femme est athlétique, elle ressemble à Lara Croft, et basta, rien d'autre. Ils n'en ont pas fait des quêtes. Il n'y a pas eu de pose aguicheuse, il n'y a pas eu d'humour gras, Des blagues vaseuses. enfin, il y a un respect du personnage, une certaine tenue vis-à-vis du personnage. Et on aurait pu penser tout l'inverse. Que les personnages masculins ont pu avoir Et clairement, des blagues vaseuses par rapport à elle, mais bien sûr. ou des répliques qui passaient pas très bien, voilà. Mais effectivement, on n'a pas ça dans ce film. Alors que là, non, clairement pas. Parce que je pense aussi très dans l'action, en fait. Très dans l'aventure et dans l'action. On est moins sur le développement des personnages qui sont finalement très peu développés dans le film. Ça, c'est un de nos points positifs. Alors, on n'a plus la slide, du coup, on va le faire. On a quelques autres. Pour elle, des arguments, on les a pas. On avait dit quoi d'autre? On avait dit... je pense qu'on a fait un peu le tour, en fait.
Pas Indiana Jones. Oui, alors c'est pas forcément un point positif, plutôt une observation. Bon, c'est vrai que c'est un film finalement un peu exploration limite à la Indiana Jones. Le problème, c'est que les Indiana Jones sont des films limite fondateurs de ce genre de film. Ce sont des films exceptionnels. Résultat, il y a toujours une comparaison, tout comme si vous faites des films où on voyage dans le temps, il va y avoir une petite comparaison avec Retour vers le futur. Ici, c'est un peu le cas. Du coup, Lara Croft ou même Benjamin Gates, quand il était sorti, sont systématiquement comparés à Indiana Jones. Or, les Indiana Jones, de manière générale, ils sont très bons. Difficile de tenir la distance. Du coup, est-ce que c'est Lara Croft qui est vraiment un mauvais film ou un film très moyen, ou est-ce qu'il souffre d'une comparaison avec un film qui est souvent jugé incontournable, presque exceptionnel? C'est un point à réfléchir. Je ne dirais pas que c'est un point pour sauver le film, mais clairement, je pense que c'est quelque chose à garder à l'esprit quand même. Alors pour résumer, Angelina Jolie, plutôt bon choix. Pour le personnage, par contre le film, moyen voire médiocre. Oui, non, sur l'ensemble. c'est pas génial. Bon, un peu de choses près, il y a beaucoup d'action, de techno. Oui, comme Voilà. je disais, peu de développement de personnage ou Non, d'intrigues secondaires intéressantes. Alors, il nous reste 10 minutes. Je crois qu'il nous reste 2 ou 3 films, voire 2. Peut-être qu'on peut les casser. Allez. Ok, alors là, on fait vraiment un alors, retour. juste pour être sûr, est-ce que vous les avez vus? Est-ce que cela vaut le coup que Ouais, les détaillions? Tortue Ninja 3, 93, donc petit retour en arrière par rapport à Tomb Raider. Est-ce que c'est une saga qui vous parle, un film qui vous parle ou pas du tout? Sinon, on passe au prochain. Bien vu. Et est-ce que c'est un film que tu apprécies? Comment est-ce que tu places tu en as des souvenirs? des souvenirs? Comment est-ce que tu places peut-être dans la saga par rapport aux deux autres? Souvent le plus mal aimé, c'est pour ça qu'on l'a mis d'ailleurs On se voit juste le titre. dans cette sélection. Ouais, c'est souvent ça. Bien aimé étant plus jeune, effectivement. Alors moi, pour mon cas personnel, hein, c'est un film que j'ai vu très très souvent quand j'étais petit, que je jouais en VHS assez souvent. Donc j'ai vraiment beaucoup d'amour pour ce film. Et encore en le revoyant récemment, franchement, ça passait très bien. Mais effectivement, Donc, il y a beaucoup d'aspects. soit en allant sur le go-to sur un des deux. Ah, zut. Ah, flûte. Ah, d'accord. On a eu un son qui est arrivé, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Oui, donc je disais qu'effectivement, c'est un film que moi, j'aime toujours autant, mais effectivement, si on prend un peu de recul et d'objectivité, très années 90, c'est très kitsch, les dialogues sont pas très bons. L'humour est mauvais. L'humour est pas très bon non plus. On peut rapidement vous montrer qu'on a essayé de citer pour essayer de sauver le film, si on les a. On les a. J'avais trouvé que l'idée de revenir dans le temps au Japon féodal était une idée intéressante. Et en plus de ça, c'était une sorte de retour aux sources pour les tortues qui, dans certaines versions comics notamment, ont des liens avec le Japon en fait. Notamment par rapport à Splinter et à Shredder en fait, qui seraient des samouraïs réincarnés. Enfin, il y a plusieurs versions et je trouvais que c'était intéressant d'aborder l'aspect H et les tortues, qui en même temps étant un peu l'univers finalement des tortues au-delà de New York. Sur le concept, c'est plutôt une bonne idée. Après, est-ce qu'il est réalisé ou pas trop. Ouais, alors pour l'anecdote, aujourd'hui, nous parlons film tout simplement parce que nous sommes de grands cinéphiles, mais à la base, notre point fort, ce sont les comics. C'est notre domaine geek maître, disons. Donc, par exemple, nous connaissons très bien les comics Tortue Ninja. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il faut bien garder à l'esprit que Tortue Ninja, c'est un peu plus violent, un peu plus sérieux en comics, mais tout en conservant un gros côté what the fuck. Donc là, c'est rien qu'avec le principe de base. Hein, je veux dire, 4 tortues qui font du karaté, qui font du ninjutsu, qui sont élevées par un rat, c'est difficile de faire plus what the fuck. Mais tout ça pour dire que les voyages spatiaux, les voyages temporels, c'est déjà dans les comics, ça n'a rien de nouveau. Et dans ce sens-là, il y a aussi de nouveau, du coup, un certain respect du matériel originel.
Voilà. Et en point positif, j'avais mis aussi toutes les scènes d'humour entre Casey et les guerriers japonais à New York qui sont assez fun. Après, voilà, c'est pas du grand humour, mais quand on est petit, effectivement, c'est des scènes d'humour que c'est assez fun. Et j'avais fini avec les relations entre Raphaël et le petit garçon Yoshi, de nouveau à Yoshi, Voilà. qui amène un petit peu de tendresse à un personnage de Raphaël qui est souvent montré comme étant plutôt dur et plutôt imperméable. Là, ça il y avait un petit côté, un petit côté relationnel qui était vraiment, vraiment intéressant. Même s'il est très peu développé au final, il y a 2 scènes, je crois, où il développe les deux. Ça marche plutôt bien. Voilà pour les Tortues Ninja. On enchaîne avec le dernier film. Il nous reste 5 minutes. C'est parfait. C'est pas le dernier, mais je pense qu'on va sauter Spawn. Ouais, à mon avis, c'est un gros navet, mais je pense que ça parlera peut-être pas à beaucoup de monde. Peut-être que le suivant vous parlera un peu plus. Mais je pense qu'on l'aura pas. Bon, on a une photo. Allez. Alors déjà, est-ce que vous reconnaissez le film? Est-ce que vous devinez le film? Vous êtes le seul à être français d'ailleurs, Nolly. Alors, il n'y a rien à gagner, hein, par contre. Astérix, exactement. On n'a pas l'image. Ah, alors certains ont l'image. Et d'autres non. Ah, Ouais, c'est embêtant. Donc, ok. Pour une fois, j'allais. Bon, il reste 5 minutes, du coup, je suis désolé, mais on va pas essayer de corriger ça parce que ça Il fait reste 5 ouais. minutes. Alors, il s'agit de Astérix, premier du nom, du coup. C'est le dernier film que nous avons développé aujourd'hui. Vraiment le tout premier, hein, celui encore avant celui d'Alain Chabat. Donc, c'est Astérix Obélix, tout simplement, je crois, qui s'appelle. Contre César. Contre César, Contre absolument. César, oui. Astérix Obélix contre César. Sorti en 99. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'appréciez? Est-ce que vous vous en souvenez? Le seul film français de la liste, je l'avais vu quand même. Enfin, je dis ça, mais je l'ai Normalement, vous l'avez tous acheté, encadré. je dis ça, mais je l'ai pas vu. Donc quoi? Même en rafraîchissant l'image. Alors, ah oui. Ça va pas tout faire revenir à zéro. On va essayer. Bon, maintenant, de toute façon, on est à la fin, c'est pas si grave, c'est vraiment... Ah, ça c'est bien, on a quelqu'un qui adore le film. Alors, est-ce que je peux nous dire pourquoi? Les autres peuvent participer, bien sûr. Hein. Ah, du coup, ça fait revenir à l'image. Je peux nous dire pourquoi vous avez aimé, quels sont les points forts de ce film, n'hésitez pas, c'est le but de la conférence. C'est une conférence très ouverte, celle-ci. Oui, merci pour le conseil de rafraîchissement, ça a l'air de marcher. J'espère que vous le voyez. Pourquoi c'est aussi simple que ça? C'est un histoire à revenir, mais ça va revenir, je pense. Alors, je suis né en 95, donc j'étais petit, mais je le regardais chaque année. Me dit Dylan. Merci, Sophie. Oui, bon, on revient un peu à ce constat de ce sont des films Les films d'enfance. qui on les a vus quand on était petit. Souvent, effectivement, ça reste dans le cœur, malgré le fait que ça n'est pas forcément toujours très bon. Et de qualité. Peu de musique et humour des acteurs. Okay. C'est vrai que la musique n'était pas mauvaise. J'y ai pas pensé sur le coup, mais c'est vrai qu'elle n'était pas mauvaise. Alors, moi, je suis né en 88, hein, donc je suis plus que toi. Mais par contre, j'étais quand même relativement jeune quand j'ai vu le film, mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne l'avais pas aimé, par contre. Enfin, ce qui n'a pas changé aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, concernant les acteurs, par contre, nous sommes tous d'accord. Hein. Clairement, que ce soit Christian Clavier ou Gérard Depardieu. Ouais, donc Sophie nous dit que Christian Clavier restera le vrai Astérix, c'est sûr. Absolument. Bah, d'ailleurs, dans le dernier du coup film animé fait par Alexandre Astier, c'est Christian Clavier qui le double de nouveau. Ouais. Puisque Roger Carrel a pris sa retraite. Enfin, et même au-delà des deux acteurs principaux, hein, Roberto Benigni en Dimitrius, il est très très bon. L'acteur qui joue César, je ne sais plus qui c'est, mais il est très connu aussi. Caius Bonus, c'est ah là là. Jean-Pierre Castaldi. Un très bon acteur aussi, bon, plus au théâtre, mais très bon acteur aussi. Ok. Si tu veux finir peut-être sur les arguments que tu as notés, on va dire certains ou développer d'autres pour terminer. Oui, mais c'est juste qu'apparemment, ils ont encore des arguments. Alors, ça écrit, mais je n'ai pas encore je pense. En attendant, oui, le projet en lui-même, hein, puisque bon, Astérix, s'il y a bien une fierté française en BD, c'est Astérix.
pas que ça, mais c'est bien évidemment un, un monument de la BD franco-belge. Donc, du coup, l'adapter en film avec de véritables acteurs, c'était clairement un défi et un beau projet déjà sur le papier, clairement. Concernant les personnages de Dimitris et de Caius Bonus, j'ai été également très satisfait. Dimitris, il a ce côté manipulateur et sadique que l'on peut retrouver dans plusieurs BD Astérix, notamment avec celui qui manipule tout le monde dans le livre La Zizanie, mais tout en ayant son originalité et en ayant un côté un peu plus moderne. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Roberto Benigni est un très bon acteur. Et Caius Bonus, bon, c'est un personnage rigolo que l'on trouve un peu dans tous les Astérix. Enfin, il n'y a rien non plus de très surprenant le concernant. Et encore une fois, Jean-Pierre Castaldi est un acteur emblématique. Alors, Émilie nous dit que le regard enfant contre adulte sur les films est souvent problématique. Effectivement, c'est vraiment deux visions différentes. Et elle nous dit qu'elle est un peu plus vieille que vous, donc nous, je suppose. Et le film qu'elle aurait aimé ne pas revoir, c'est Labyrinthe. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est un film qu'elle a aimé quand elle était plus jeune et en revoyant adulte, ça gâche un peu tout le truc. Ouais, mais ça arrive souvent, mine de rien. On a tous des films de jeunesse que l'on vénère et que l'on continue de voir fréquemment et qui passent, hein, très souvent ils passent. Et à l'inverse, il y a des films que l'on regarde avec le recul et parfois ça pique. Moi, le film qui entre un peu dans la catégorie que tu développes, Émilie, pour moi, c'est Les Goonies. C'est un film que j'ai vraiment adoré quand j'étais enfant. Et c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, ça fait un moment que je l'ai vu, bah, il piquait. Franchement, il piquait. Alors, si plus personne n'a de commentaires sur ce film ou d'autres, d'ailleurs, on va s'arrêter là, puisqu'on a débordé déjà de 2 minutes. Non, une. Alors, Ça va. dans le bon timing. On est Ça va, il y a Romain qui nous surveille, donc oui, ça va pas. je le vois là-bas, il y a... Vite, vite. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Eh ben, merci énormément à tous. Vraiment pour la participation. Cela vous a plu. On m'a dit bonjour. Merci d'avoir participé, d'avoir trouvé des Merci arguments. beaucoup à tous. Et finalement, nous avons pu sauver quelques films du désastre. Quand même pas mal de films, mais ça volait pas très haut dans l'ensemble. Bye bye.